Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo concernant iOS 14 et la préparation des campagnes d'acquisition. Donc sur cette troisième vidéo, comme je vous l'ai déjà dit, on va discuter du SKAD Network. Alors c'est la partie sûrement la plus technique, la plus complexe. Je vous invite vraiment à être attentif sur tous ces sujets parce que c'est également, selon moi, la partie la plus importante pour être prêt pour iOS 14 et pour gérer des campagnes d'acquisition. Petit disclaimer toujours pour préciser que ce dont on discute aujourd'hui peut être amené à changer à l'avenir selon ce que va faire Apple, les outils de tracking ou bien les sources. Donc parlons du SKAD Network. Le SKAD Network, déjà, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la solution de tracking qui est proposée par Apple comme alternative à l'IDFA. On l'a déjà vu dans les premières présentations. Apple a comme solution de repli, proposer sa propre solution de tracking. Ce qu'on pense, c'est que le taux d'opt-in qui va permettre de traquer l'IDFA sera probablement faible. Si vous avez regardé la première vidéo, vous comprendrez mieux pourquoi. Et donc, le SKAD Network va devenir indispensable pour traiter l'attribution et donc l'acquisition sous iOS 14. Néanmoins, le SKAD Network a beaucoup de limites et il va falloir comprendre ces limites, qu'est-ce qu'elles impliquent, et anticiper les changements à faire. Donc, on va discuter maintenant des limites, justement. Les limites, la première limite importante, sûrement la plus importante pour tous les app développeurs, c'est les données agrégées. On n'aura plus de user level data, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus suivre un utilisateur et voir tout ce qu'il fait dans notre app et avoir une granularité forte pour mieux appréhender, je dirais, l'acquisition. Lié à cela, on ne pourra pas non plus faire de cohorte, c'est-à-dire qu'on aura des données agrégées de plusieurs utilisateurs, de la data, et ça ne va pas nous permettre en fait d'avoir une donnée fine qui va nous permettre d'analyser vraiment précisément tout ce qui se passe dans nos campagnes d'acquisition. Un autre point, c'est la limite de 100 campaign ID imposée par ce SKAD Network. Cette limite est faite au niveau de l'app et de chaque source. C'est-à-dire que, prenons une app donnée, une app X, pour la source Facebook, j'aurai jusqu'à 100 campagnes trackables en même temps. Pareil pour Google, pareil pour n'importe quelle autre source. Donc, ça limite évidemment le nombre de données qu'on va pouvoir traiter, le nombre de campagnes, et ça va dépendre de l'intégration de chaque source avec le SKAD Network. Typiquement, Facebook, on ne sait pas encore s'ils vont placer ce campagne ID au niveau de la campagne, de l'adset, de la créa, probablement pas au niveau de la créa, mais peut-être au niveau de l'adset ou de la campagne. À savoir que Facebook, par exemple, et comme presque, je pense, toutes les sources vont avoir une intégration spécifique au SKAD Network, c'est-à-dire que probablement on n'aura pas 3 niveaux de granularité sur l'interface Facebook quand on voudra faire des campagnes iOS 14, et peut-être qu'il n'y en aura que 2, par exemple, pour limiter le nombre d'ID. Mais ça va dépendre de l'intégration de chaque source avec le SKAD Network. Ce qu'il faut retenir là-dessus, c'est que si vous faites, par exemple, des campagnes en direct et avec une agence ou avec plusieurs agences, ça peut poser un problème de cannibalisation parce que la limite est fixée par application et par source. Donc, bien prendre ça en compte. Un autre point qu'on va développer juste après, c'est qu'il n'y a qu'un seul postback pour qualifier les utilisateurs. Là où, actuellement, on peut avoir plein de postbacks pour chaque utilisateur, c'est-à-dire on va générer une install et derrière, dès que l'utilisateur va faire des actions, ça va générer un postback qui va faire un registration, subscription, un achat. Voilà, ça fait déjà 3 postbacks. On n'en aura qu'un seul sur SKAD Network avec pas mal de limites. On en parle juste après. Pas de données en temps réel, c'est-à-dire qu'il va falloir attendre au mieux 24 heures avant de recevoir de la donnée associée à mes campagnes. Donc, on va être beaucoup moins dans la dynamique temps réel, je dirais, pour la gestion des campagnes. Il va falloir prendre ça en compte également pour le setup de ce même SKAD Network. Pas de VTA, donc ce qu'on appelle la View-Through Attribution, c'est l'attribution à l'impression. Donc, le SKAD Network ne va traquer que l'attribution au clic.
C'est-à-dire que, par exemple, pour des grosses marques ou des applications qu'il faut beaucoup d'investissement, souvent cette part d'impression est assez forte parce qu'ils investissent beaucoup et ils ont besoin de checker tous les data points de chaque source, de voir quel est l'impact de chaque source, de chaque investissement média pour comprendre leur mix média. Sur SKAdNetwork, on n'aura que l'attribution au clic, donc on oublie l'attribution à l'impression. Et enfin, dernier point, pas de web-to-app. C'est-à-dire que si je fais des campagnes sur, par exemple, le browser Safari, j'ai une bannière qui s'affiche et qu'elle renvoie vers mon app, cela ne sera pas traqué par le SKAdNetwork. Il ne gère pas cela. Donc, ça va être uniquement, comme on l'a vu dans le premier exemple que j'ai montré sur la première vidéo, une diffusion de nos pubs sur une application qui renvoie vers notre application qu'on a diffusée. À savoir que les outils de tracking essayent de trouver des techniques pour permettre quand même le tracking web-to-app. Le SKAdNetwork et les 6-bit conversion value. On va parler de cela. Ce n'est pas un sujet qui est vraiment beaucoup traité actuellement sur le SKAdNetwork. Ça commence à arriver. Mais en fait, c'est le sujet clé pour la user acquisition, c'est ce 6-bit conversion value. Alors, premier point, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le seul moyen de traquer les post-install events et mesurer la qualité de ses utilisateurs de façon agrégée. Donc, c'est la façon que propose Apple pour générer de la data qui va qualifier nos utilisateurs. C'est l'équivalent des événements que vous générez actuellement via vos outils de tracking. Ce qu'il faut savoir, c'est que Apple veut s'assurer qu'il est impossible d'identifier un user via les valeurs de conversion, via les in-app events. C'est pour ça qu'il veut limiter ces données qui vont remonter. D'accord? Le 6-bit conversion value, c'est 6 chiffres de façon binaire, 0 ou 1, comme vous pouvez voir à droite, ce qui fait un maximum de 64 valeurs possibles. Ce qui va se passer, c'est que dans votre setup, vous allez définir quel event correspond à quel 6-bit conversion value. Et ça, c'est à vous de le décider et on va vous donner quelques clés pour bien le setup parce qu'en fait, ça va être hyper important pour gérer les campagnes d'acquisition à l'avenir. Ce qu'il faut savoir, un point important, c'est qu'on ne peut pas remonter de valeur associée au 6-bit conversion value. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement actuellement? Quand vous faites un tracking, par exemple, d'un achat, vous allez dire « je traque l'achat en tant qu'event » et vous allez y associer la valeur de l'achat. Elle peut être de 5 $, de 10 $, de 50 $. Ce qui fait que vous ne traquez qu'un event auquel vous associez une valeur. L'event étant purchase, la valeur étant 5 ou 10 $. Ici, on ne va pas pouvoir associer une valeur à un event. Donc, si je veux traquer un event qui est un purchase de 5 $ et un purchase de 10 $, je vais devoir créer 2 conversion value pour chacun des deux. Ce qu'il faut savoir concernant le 6-bit, c'est que un user va correspondre donc à une install et à une seule valeur 6-bit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Apple va renvoyer un seul postback au network après l'installation. Donc, une fois que l'utilisateur a généré une install, on pourra y associer qu'une seule valeur à ce même utilisateur. Il y a un timer de 24 heures. C'est la valeur de conversion qui peut être envoyée dans cette time frame, donc dans ces 24 heures uniquement. Je vais vous expliquer juste après avec une illustration très claire pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Néanmoins, voici un petit peu les grandes lignes. Le timer de 24 heures débute après le first open de l'app. Donc, dès que l'installation est générée, le first open, un timer est déclenché. Il dure 24 heures. Ce timer, il va être reset, donc redémarré, uniquement quand un événement 6-bit va être généré. Donc, si vous avez configuré vos événements, s'il est généré, ça réenclenche un nouveau timer de 24 heures. Et seule la valeur la plus élevée va être stockée par Apple et renvoyée au network. OK? L'update de la conversion value ne peut se faire que par une valeur supérieure. C'est-à-dire que je peux voir mon utilisateur qui fait une install et plusieurs events. L'event qui va être enregistré doit toujours être supérieur au précédent. S'il est inférieur, en termes de valeur de 6-bit, il ne sera pas considéré. Et enfin, Apple se garde le droit de renvoyer cette donnée. Pourquoi? Parce qu'il considère que s'il y a trop peu
de data, on va pouvoir facilement identifier un utilisateur. Et donc ça, ils ne veulent surtout pas. C'est tout le sens de ce SCAD Network et de ce qu'ils mettent en place, c'est la user privacy, protéger les données utilisateurs. Donc si par exemple j'ai une seule install sur ma campagne, il va se dire, ben, en fait, il y a trop peu de data, ils vont pouvoir facilement identifier cet utilisateur, on la garde et on ne la renvoie pas. Cas qui ne devrait pas arriver trop régulièrement, mais c'est à prendre en compte. Illustrons, donc pour que ce soit plus clair, comment ça marche. Donc tout ce que je vous ai dit avant, je vais essayer de l'illustrer ici en prenant une user experience, on va dire, d'une app lambda, qui commence par une install, puis un tutoriel, une inscription, un ajout au panier, et enfin, on va dire, un purchase. J'ai associé dans mon setup, sur chaque événement, une 6-bit conversion value, que j'ai fait de façon incrémentale. Et vous allez comprendre pourquoi, j'en ai déjà parlé, c'est que on enregistre uniquement une 6-bit conversion value si elle est supérieure à la précédente. Qu'est-ce qui va se passer en termes de timing? Donc, imaginons, on prend le temps après l'installation, donc l'installation se déclenche, timing à 0, et le timer d'Apple commence. Un timer de 24 heures où je vais pouvoir stocker des événements. Au bout de 15 minutes, mon utilisateur, il finit le tutoriel. C'est-à-dire qu'il va générer cet événement 6-bit value, et donc, vu que je génère un nouvel événement, le timer de 24 heures recommence, redémarre. Derrière, mon utilisateur fait un register 15 minutes après le tuto complet, 30 minutes après l'installation. Donc, je vais encore une fois redémarrer mon timer. Pourquoi? Parce que cette 6-bit conversion value est plus forte que la précédente. Derrière, il fait un add to cart au bout de 12 heures d'utilisation, soit 11h30 après mon dernier événement 6-bit conversion value. Une fois encore, je restart 24 heures de timer. Et puis, au bout de 36 heures, il n'y a plus rien qui s'est passé. Le timer arrive à la fin. 12 plus 24 égale 36. Donc, le timer est off. Et derrière, je fais un purchase. L'utilisateur fait un purchase au bout de 45 heures après l'installation, soit 33 heures après l'add to cart. 33 heures, c'est en dehors du timer, puisqu'il est déjà arrêté à 36. Enfin, les 45 heures sont en dehors du timer, il s'était arrêté à 36 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas prendre en compte ce purchase, il est invisible, si vous voulez. L'utilisateur fait ses actions, mais en termes de data, rien ne va remonter parce que le timer est off. Qu'est-ce qui va remonter? C'est l'add to cart, qui est la dernière valeur la plus forte ayant été enregistrée par Apple. Donc, il va renvoyer cette donnée au network. Et donc, c'est au final la donnée qu'on va pouvoir récupérer sur nos campagnes, analyser pour mieux gérer nos investissements. Ça, c'était l'explication de base. Maintenant, voyons comment faire un setup optimal pour s'adapter à toutes ces contraintes. Le premier point, c'est que, comme je vous disais, c'est essentiel d'avoir une réflexion sur le 6-bit concernant la user acquisition. Ça va être la clé pour ce qui se passe sous iOS 14. Ce qui est important, c'est que l'app développeur a la main sur le setup. C'est vous, app développeur, qui allez définir comment vous voulez remonter ce 6-bit conversion value, sous quels critères, etc. Ce n'est pas les sources, ce n'est pas l'outil de tracking, c'est à vous d'y réfléchir. Comme vous faisiez vos setups d'event pour votre app sous votre outil de tracking, là, ça va être pareil. Il va falloir réfléchir sous SCAD Network comment vous faites le setup du 6-bit. Et ça va aller un peu plus loin que ce que vous faisiez sur les outils de tracking actuellement, parce que toutes ces contraintes font qu'il faut avoir une réflexion sur ce setup. Je vous invite à vous rapprocher de votre third-party tracker, votre outil de tracking, pour voir quelle est l'intégration qu'ils proposent. Ils ne vont pas faire l'intégration à votre place, mais ils ont des outils, des interfaces qui vont permettre de faciliter la gestion du 6-bit conversion value, par exemple. Donc, rapprochez-vous d'eux, voyez comment ils permettent l'intégration et la facilitation, je dirais, de ce setup. Nous, en tant qu'Addict Mobile, on vous conseille plusieurs choses. Le premier point, c'est de vous focaliser sur des events qui sont short-term. On va comprendre pourquoi juste après. Donc, short-term, c'est idéalement des events qui sont
sur 24 heures, donc 24 heures après l'installation maximum. On peut aller, on va dire, jusqu'à 48, mais pas aller trop loin post-install. Il va falloir derrière évaluer les comportements long terme de ces utilisateurs en fonction des actions effectuées les premières heures. D'accord? Donc l'idée, c'est, je prends mes utilisateurs, je regarde ce qu'ils font sur les premières heures, disons les 24 premières heures, et en fonction de ça, j'ai de la data. J'ai de la data qui est disponible sous Android. J'ai de la data qui est disponible sous iOS inférieur à 14. J'ai de la data qui est disponible sur toutes les données agrégées via l'IDFA. Eh bien, je peux construire des modèles en me disant, si l'utilisateur effectue cette action les premières heures, on pense qu'il va nous rapporter tant. Et derrière, on va construire son setup de 6-bit conversion value en fonction de cela, en fonction de ces événements court terme et de la perspective de valeur qu'ils vont nous apporter. Pourquoi on doit faire ça? Parce que c'est le seul indicateur qui va permettre de prendre des décisions d'investissement en termes de sources, en termes de campagne, bref, en termes de user acquisition. Donc, c'est ce qui va se rapprocher le plus de ce qu'on est capable de faire via l'IDFA, ce qu'on est capable de faire actuellement. C'est essentiel vraiment sous iOS 14 de gérer ça. En l'état, c'est ce que propose Apple. Ça va peut-être s'améliorer à l'avenir, mais on n'a que ça. Du coup, le setup, pour être plus précis, qu'est-ce qu'on conseille? Comme je vous ai dit, analysez vos événements court terme. Voilà. Tout ce que font les utilisateurs, vous avez énormément de data sûrement, que ce soit sur iOS, sur Android actuellement. Il n'y a pas de contraintes. Tous vos utilisateurs sont traqués normalement. Donc, vous pouvez utiliser cette donnée. Derrière, comme je vous disais, analysez l'impact de ces comportements court terme sur la durée. Donc, faites des projections de LTV. LTV, c'est la lifetime value, c'est la valeur d'un utilisateur sur sa durée de vie. Si vous n'avez pas de lifetime value, vous pouvez, par exemple, qualifier les utilisateurs en termes de qualité. On peut prendre, par exemple, un truc bête et méchant. On va les ranker de 1 à 10, 10 étant les utilisateurs qui vont être le plus qualifiés et 1 le moins qualifié. Et en fonction des événements, on va leur donner un ranking à chaque type d'utilisateur. J'ai mis à droite un exemple lambda sur ce qui pourrait être une réflexion, c'est-à-dire, on va dire que si mon utilisateur, par exemple, fait un registration, on a estimé qu'il allait nous rapporter, avec les datas qu'on a, 50 centimes de revenus. S'il fait un add to cart, il va nous rapporter 5 $. S'il fait un purchase inférieur à 20 $, il va nous rapporter 18 $. Et donc, si ces événements que j'ai mentionnés sont générés les premières heures, donc on va dire sur 24 heures, c'est la lifetime value qui va être associée. Donc, si j'ai sur mes campagnes beaucoup de data qui remontent sur, on va dire, on va dire purchase inférieur à 20 $, et à côté, j'ai une autre campagne, ça va être plutôt des registrations, des add to cart, ben, je vais me dire que celle qui génère beaucoup de data, purchase 20 $, a beaucoup plus de potentiel et c'est celle-là qui va devoir pousser. Ce n'est pas parfait, mais il y a quand même un avantage, c'est que les indicateurs court terme définissent généralement l'engagement long terme. On l'a vu chez Addict, on analyse beaucoup de data, on fait souvent des projections sur des périodes court terme pour évaluer ce que ça va donner à long terme. Et c'est souvent, très souvent le cas où les événements court terme du premier jour, des 2 premiers jours, permettent de définir assez rapidement ce qui va se passer à long terme. Encore une fois, ce n'est pas parfait. Et le point important, c'est que, évidemment, vous pouvez vous dire, oui, mais dans certains cas, ce n'est pas possible. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est la masse d'audience. Voilà, évidemment, un utilisateur, parfois, peut avoir un comportement qui va être différent de la masse. Mais on réfléchit toujours en modèle statistique, c'est-à-dire en prenant des comportements globaux. Et enfin, le troisième step, évidemment, c'est de faire l'intégration du 6-bit conversion value en fonction de ce que je viens de vous expliquer. Et je l'ai déjà dit, mais vous rapprochez de votre outil de tracking pour comprendre comment il gère cela. Quelques tips, 2 en l'occurrence, pour le 6-bit conversion value. Le premier, c'est vous pouvez grouper les conversions. Je vous ai dit, on est limité en termes de data qu'on peut remonter. Mais, par exemple, ce que je vous montre à droite, c'est que vous pouvez, par exemple, grouper le tutorial complete et le registration. Imaginons un parcours client où la registration n'est pas obligatoire. Donc, je peux faire mon tuto et derrière, je navigue dans l'app. Mais si je fais mon tuto et qu'en plus, je m'inscris, eh bien, ça a peut-être plus de valeur que juste un tuto ou juste une règle. Du coup, je peux associer ces deux
Et quand ces deux événements sont générés, déclencher un 6-bit conversion value. Donc, on peut faire cela pour mieux comprendre les utilisateurs, avoir une meilleure donnée qui remonte. Attention, évidemment, à la limite des 64 conversion value qui, évidemment, va vous limiter pour ne pas pouvoir traquer trop de choses. Et le deuxième point, c'est de reset le timer. Le timer, il est de 24 heures. Je vous l'ai montré juste avant. On peut faire en sorte de générer des events qu'on va dire useless pour reset le timer. Voilà, moi j'ai envie de suivre un utilisateur qui ne va pas forcément faire une action qui m'intéresse dans le premier jour ou le deuxième jour. Donc, je vais vouloir peut-être reset le timer pour qu'il aille au-delà de 24 heures, de 48 heures, etc. Je peux le faire via des events que j'ai appelés useless, mais voilà, ça peut être des sessions, ça peut être des open dApps, ça peut être ce que vous voulez, où vous dites, les utilisateurs, ils vont dans l'ensemble tous faire ça, ça va me permettre de reset, et je ne sais pas, mon event généralement arrive au 3 ou 4e jour. Je veux m'assurer que la data remonte, que la data de cet event ait la chance de remonter, donc je fais ça. C'est un gros pari parce qu'il faut être sûr que le timer soit reset jusqu'à ce moment-là, et surtout, plus le timer est retardé, plus les infos mettront du temps à remonter au sein des campagnes. Donc, ça veut dire que vous êtes en train d'investir et en fait, vous savez pas, vous êtes blind, vous ne savez pas ce qui se passe sur les 2, 3, 4 premiers jours jusqu'à ce que vous receviez la donnée. Donc, nous, on vous invite vraiment à rester sur une logique short terme, 24 heures idéalement, pour avoir un max de données rapidement. Quel plan d'action pour le SKAdNetwork Network? Premier point, rassemblez vos équipes dev, data, marketing, chef de produit, tous ceux qui vont être partie prenante là-dedans. Ce qu'on a constaté, c'est que souvent, les techs comprennent très bien le SKAdNetwork Network, ils voient comment ça marche, etc. Mais ils ne comprennent pas forcément quel va être l'impact sur nos campagnes d'acquisition. Et vice-versa, les marketeurs, comme nous, on comprend l'impact, mais par contre, on ne voit pas ce qu'il faut faire en termes de setup. C'est pour ça que sur cette vidéo, on insiste vraiment sur ce 6-bit conversion value, sur les limites du SKAdNetwork Network pour prendre tout en compte, rassembler vos équipes et faire un tagage efficace. Il faut donc comprendre les mécanismes du SKAdNetwork Network et du 6-bit. Derrière, il faut que chaque partie prenante comprenne tout cela et mettre en place un test and learn avant la release de l'App Tracking Transparency Framework, qui est tout simplement l'obligation d'afficher cette pop-up si vous voulez traquer l'IDFA, qui devrait arriver début d'année prochaine. On ne sait pas quand. Les rumeurs disent mars, mais aucune communication d'Apple. Ça peut arriver en janvier concrètement. Donc, il ne faut pas perdre de temps. Derrière, assurez-vous du setup optimal du 6-bit conversion value en traquant des events short term. Pour chaque événement, associer une valeur, on va dire, une qualité d'utilisateur qui va définir la valeur apportée par chaque événement court terme, et faire des A/B tests évidemment de ce setup pour voir s'il est optimal ou non, le modifier, etc. Et enfin, je l'ai déjà dit plusieurs fois, rapprochez-vous de votre third-party tracker qui sont évidemment au cœur de tout ça, qui ont des solutions pour faciliter la gestion du SKAdNetwork Network et du 6-bit. C'est important. Et donc, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite vraiment à vous focaliser là-dessus pour la user acquisition. C'est hyper important. Ça l'est également pour une partie qu'on ne gère beaucoup moins chez Addict, c'est la partie monétisation, mais sur la partie des ads. Donc, c'est un sujet qui est quand même clé pour iOS 14. Voilà, la prochaine vidéo, c'est le FAQ. Et je vous laisse ici. N'hésitez pas à contacter votre account manager chez Addict ou bien à m'envoyer un email si vous voulez discuter plus amplement de ce sujet. À très vite.